Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Près d'une quarantaine d'Haïtiens sont interdits d'entrer sur le territoire dominicain. Dans cette liste figurent des hommes politiques, des hommes d'affaires, d'anciens fonctionnaires, ainsi que de puissants chefs de gang. L'ancien Premier ministre Evans Paul conteste la décision du gouvernement dominicain de mettre son nom sur la liste des personnes interdites d'entrer sur le sol dominicain. Il estime que cette décision est arbitraire. Près de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le responsable du Programme alimentaire mondial, PAM, en Haïti. Une liste de près d'une quarantaine d'Haïtiens sont interdits d'entrer sur le territoire dominicain. Le président dominicain, Luis Abinader, a transmis vendredi cette liste à Venancio Alcantara Valdés, directeur général, avec instruction présidentielle de ne pas admettre sur le territoire national ces étrangers qui sont une menace pour les intérêts et les institutions de la République. Dans la liste figurent des hommes politiques, des hommes d'affaires, d'anciens fonctionnaires, ainsi que de puissants chefs de gang. Il s'agit de Yuri La Tortue, ex-sénateur, Gracia Delva, ex-sénateur, Lys Kittel, ex-ministre à l'intérim de la Justice, Rodolphe Jarre, homme d'affaires haïtiano-chilien, Brady Charlot, actuel ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement durable, Kessner Normil, agent d'intérim à la mairie de Pétionville, Evans Paul, ex-premier ministre, Assad Volsi, militant politique et journaliste, Jean Tolbert Alexis, ex-ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et ex-président de la Chambre des députés, Victor Profane, ex-député, Laurent Salvador Lamotte, ex-premier ministre, Richard Lénine Hervé Fourcan, ex-sénateur, Ronny Sénestin, ex-sénateur, Garibaudot, ex-député et ex-président de la Chambre basse, Espérance Pierre, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Charles Saint-Rémy, alias Kiko, Chérif Abdallah, Arnel Bélizaire, ex-député, Salim Sukar, avocat, Reynold Dib, Nénel Kassi, ex-sénateur, Berthaud Dorsey, ex-ministre de la Justice, Antonio Cherami, alias Don Cato, ex-sénateur, Steve Kaoli, entrepreneur agro-industriel, Père Franz Koll, ex-secrétaire exécutif de l'Église épiscopale d'Haïti, Père Jean Mardoché Ville, ex-président permanent de l'Église épiscopale, Franz Désiré, directeur du Collège Saint-Pierre et ex-président du comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti, Dieudonné D. Rommel Bell, ex-directeur général de l'administration générale des douanes, Joaquin Pierre, inspecteur divisionnaire de police, Johnson André, alias Iso, chef de gang, Joselito Petithomme, alias Timacac, Carl Petithomme, également, autre nom de Timacac, Elan Luxon, alias Général Luxon, chef du gang base Grand Griffe de Savien, Germaine Stevenson, alias Gaspillaï, haut dirigeant du gang 400 Maozo, Albert Stevenson, alias Jonah, Junel Ernst, alias Général Tigreg, ex-policier et chef de gang, Woodley Etéard, alias Sanson La Famille.
L'ancien Premier ministre Evans Paul conteste la décision du gouvernement dominicain de mettre son nom sur la liste des personnes interdites d'entrer sur le sol voisin. Selon cette décision, il serait du nombre de ceux qui représentent une menace pour la sécurité dominicaine. L'ancien chef de gouvernement rappelle qu'il n'a aucun intérêt en République dominicaine qui pourrait l'impacter personnellement suite à cette mesure. Par ailleurs, Evans Paul invite la République voisine à apporter plus de précision sur de telles mesures portant atteinte à la réputation de certaines personnalités haïtiennes. Il reproche du même coup sa faiblesse à la justice haïtienne qui est incapable de faire régner l'ordre dans le pays. L'ancien consul d'Haïti à Santiago, James Jacques, estime que les autorités dominicaines ont parfaitement le droit d'interdire quiconque d'entrer sur leur territoire. Le diplomate a fait savoir que d'autres listes de personnes sanctionnées par la République voisine sortiront très prochainement. Les Dominicains emboîtent le pas. Emboîtent le pas parce que déjà, de côté, il y avait les États-Unis, de l'autre, le Canada, et ensuite vient la République dominicaine. Mais on doit s'attendre encore à d'autres pays. N'oubliez pas que je crois que c'est la Suisse a pris des sanctions aussi, particulièrement contre Dimi Cherizier, barbecue. Et je crois que l'Angleterre aussi a pris des décisions. Et la démarche serait que les Nations Unies publient une liste de gens en Haïti avec des sanctions telles qu'elles sont aujourd'hui. Et à ce moment-là, si c'est les Nations Unies qui publient cette liste, c'est tous les pays, je crois que c'est 47 pays membres, tous ces pays-là sont concernés automatiquement, si c'est les États-Unis. Évidemment. C'est les Nations Unies. Les Nations Unies, pardon. C'est les Nations Unies. Maintenant, il y a des démarches, il y a je dirais même des batailles politiques au niveau des Nations Unies pour que la liste ne sorte pas. Et c'est pourquoi la liste n'est pas encore sortie. Si c'est vrai qu'on connaît. Bien sûr, bien sûr. Bon. Que une bataille pour ça pas sorti? Écoutez, par exemple, pour la force que nous avions demandé à travers notre gouvernement, la raison pour laquelle la force n'est pas encore là, ou les forces ne viendront pas, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a des batailles au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Par exemple, la Russie impose leur veto. La Chine fait la même chose. Il suffit d'un seul veto, d'un seul de ces pays, de ces pays qui ont ce droit, le droit de veto, seulement. La décision ne passera pas. Exactement. Le phénomène de kidnapping décapitalise plusieurs familles haïtiennes. Face à cette situation, des citoyens de la capitale ont exprimé leurs inquiétudes. Parallèlement, ces personnes interrogées déplorent l'absence totale de loisirs au niveau de la région métropolitaine. Ils disent espérer que le gouvernement prendra des dispositions nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays afin de permettre une relance des activités. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est une capitale qui est livrée à elle-même. Des citoyens s'en plaignent, mais ils ne peuvent se passer de leur moment de détente de la vie de cette enseignante. Mais malheureusement, avec la situation actuelle du pays, de temps en temps, côté Mialam, tout près ethnologie, et gagné pas mal de choses de ministères qui autour de moi. Et de temps en temps, autant de tito, autant de monde qui ont pas arrêté là, ou pas chita là pour longtemps. Donc, c'est un petit genre stressant parce que 3-4 ans de cela, le pays a battu comme ça. En dépit de la peur qui s'est installée, elle doit quand même se rendre à ses activités. Situation en vie nocive pour nous toutes. Pas de monde qui est à l'abri, peu importe côté dans le pays, ou pas vraiment safe. Des petits commerçants, des marchands ambulants, des professionnels, des moyens de transport qui fonctionnent au ralenti, l'ambiance n'est pas comme d'habitude selon les constats. Chacun pense à limiter ses déplacements en raison du climat d'insécurité. Des tirs nourris peuvent être entendus à n'importe quel moment de la journée et des interrogés en sont conscients.
Ce quadragénaire fait une pause pour arranger ses marchandises, mais avec la peur d'être victime d'une balle perdue. Ou marcher dans la rue en quelque c'est contre la caille dit mon Dieu merci. Beaucoup n'ont pas non temps où tu gagnes dans week-end où tu gagnes un petit programme ou gagnes dans la mondiale qu'on n'a pas qu'à déplacer. C'est uniquement où si bon Dieu fait ou bonne chance entrer la caille, c'est uniquement bien ou coucher ou pas qu'à déplacer encore. Même si la chasse me prend là, que pas malaise. Mais là son chasse me prend là que m'a chercher à la pour me dire pour m'aller. Malgré le laxisme des autorités étatiques, ils formulent quand bien même des demandes à leurs intentions. Qui sont demandé au gouvernement que pour nous sécurité, pour qu'on marche à l'aise, ou qu'on aller, des côtés pas aller. C'est ça nous a demandé sécurité pour le gouvernement pour nous marcher, nous sécuriser, nous faire activité nous. Faut le gouvernement, les personnes responsables, faut qu'ils prennent des mesures pour sécuriser les Haïtiens, parce que même tout le monde a couru aller dans le programme Biden, mais quand même, il faut que nous restions dans le pays, il faut qu'il y ait une petite popularité qui reste. Donc, il faut que le gouvernement haïtien sécurise la population. Ça, tout le monde ne peut pas courir, mes amis. Haïti, c'est pour nous lier. Il faut que nous vivions là-dedans, normalement, en tant que des êtres vivants. Des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur frustration par rapport à l'insécurité, notamment le kidnapping qui ronge la société haïtienne. En dépit de tout, ils espèrent que le gouvernement adopte de nouvelles dispositions pouvant permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Le plus grand défi et le plus grand problème, autrement dit le problème majeur, c'est le kidnapping et cela semble être, selon eux, le cadet des soucis des autorités. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Près de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi le responsable du Programme alimentaire mondial en Haïti, PAM. Lors de la présentation de son rapport pour l'année 2022, Jean-Martin Bawa a annoncé que PAM compte soutenir 2,5 millions de personnes durant l'année 2023. Nous savons que 2023 est une année qui est elle aussi difficile pour Haïti. On a parlé des pratiquement 5 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Nous allons soutenir cette année 2,5 millions d'Haïtiens. Donc le millionième bénéficiaire a été atteint la semaine dernière. Donc depuis le début de l'année, on a déjà aidé plus qu'1 million de personnes en Haïti et c'est important. Ça prouve que malgré toutes les contraintes dans le pays, le Programme alimentaire mondial arrive à atteindre quand même un grand nombre de personnes. Et notre objectif de 2,5 millions d'Haïtiens, si la situation continue comme ceci, si nous continuons à avoir l'accès, nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Pour l'année scolaire 2022-2023, qui est donc bien entamée déjà, nous avons plus que 400 000 élèves qui sont bénéficiaires du programme de cantine scolaire et 183 000, je répète ce chiffre, de 183 000 bénéficiaires de la cantine scolaire locale ancrée dans la production de nos paysans, de nos OP, de nos producteurs dans le pays. Et nous souhaitons poursuivre cette dynamique dans les années qui viennent. Ce qu'on a fait, c'est nous prioriser 80% monde qui est en phase IPC4. C'est ça la stratégie, nous. C'est prioriser les gens qui sont en phase IPC4. Il y a 1,8 million de monde en IPC4 en Haïti qu'on y a. Et nous voulons manger à cash. Et nous gagnons l'autre programme tout en Haïti, cantine scolaire, avec résilience. Et c'est comme ça nous arrivons 2,5 millions de monde. Donc le programme nous est bien ancré par rapport à HRP. Nous contribuons à HRP. Le PAM, c'est la moitié du HRP. Hein. Maintenant, cantine scolaire, nous avons contrôle qualité avec partenaires nous. Tout achat est fait en présence du PAM. Nous avons staff, l'ILA, non bureau des OP. Côté, il y a fait tout achat. Nous connaissons qui joue achat fait. Nous connaissons qui joue qui leur manger arrivé dans le centre d'agrégation. Et donc nous là pour faire un suivi des quantités et de la qualité. Et notre travail avec les écoles pour qu'ils fassent un menu bien équilibré, pour que manger les frais, les locaux, mais les nutritifs, tout. La saison cyclonique sera très active cette année selon les prévisions du météorologue Rudy Victor. Au total,
13 tempêtes et 6 ouragans, dont 2 ouragans majeurs, sont prévus au cours de cette prochaine saison qui débutera le 1er juin, prendra fin le 30 novembre. Par ailleurs, une période de sécheresse s'annonce pour ce mois, affirme le spécialiste, qui exhorte les membres de la population à utiliser l'eau de manière rationnelle. Suivez les explications de Rudy Victor, il répond aux questions de Rudolf Pierre-Louis. Des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale presque tous les soirs. S'agit-il déjà d'un cyclone qui commence ou c'est uniquement le début de la saison pluvieuse? Pour plus de précision, à mes téléspectateurs, nous avons avec nous le météorologue Rudy Victor. D'abord, on a remarqué que tu as gagné une petite sécheresse en Haïti parce qu'en pile monde a commencé plein pour dire que la pluie pas tombé. Mais de nos jours, nous remarquons que en pile la pluie qui a tombé presque chaque soir sous capitale là et ça ne pas parler de villes provinciaux. Comment nous sommes capables d'expliquer le phénomène ça, Rudy Victor? Effectivement, depuis quelques temps, la pluie tombée et c'est un bagage qui est normal. Parce que nous sommes entrés d'emblée dans la saison pluvieuse. Il y a une grosse sécheresse sous le pays qui était due à la Niña. Et la Niña a commencé à aller et nous sommes entrés dans une période côté que la pression diminue sur l'Atlantique, ce qui favorisait l'activité de la pluie sous le pays d'Haïti. À qui ça nous capable d'attendre nous après qu'il a appelé ça parce que nous connaissons que la saison cyclonique là a commencé le 1er juin. Bon, une particularité année ça, tu l'année dernière de manière différente. Année ça, nous marqué par fin et 3 ans la Niña et la Niña en général dans la période hivernale la souvelée et début printemps est caractérisée par sécheresse. Là, la Niña a fini, nous pas entrer dans El Niño. El Niño c'est différent, nous pas entrer dans une période qui va sèche encore malheureusement et sinon la pluie a tombé profiter de l'eau pas gaspiller parce que à partir de peut-être mi-mai ou fin mai, nous pas entrer dans une période qui va assez sèche et saison cyclonique là pour arriver tout mais tout faut me dire que El Niño en général, les gagnants protéger Haïti de cyclone, surtout laisser un gros El Niño Cancou, c'est une grosse chance pour gagner qui développer à Nissa. Maintenant, nous connaissons que la saison cyclonique là a commencé à partir du 1er juin pour le finir 30 novembre. Présentez-nous fiche là. OK, j'aime dire saison cyclonique là liée en pile avec sa capacité sous Pacifique là, OK. Donc la Niña El Niño ben sur la Nada qui entre les deux. Année ça, probable après 3 ans nous fait avec la Niña que nous voyons El Niño développer. Je dis que c'est plus que probable que nous voyons El Niño développer parce qu'il y a déjà un El Niño côté côte ouest Amérique du Sud qui peut combiner inondation dans la zone et El Niño ça va continuer à développer, il va le renforcer dans fin année. Bon côté bagarre là c'est que il protéger Haïti de cyclones. Depuis 1851 souvenez, c'est 2 cyclones seulement qui touchent Haïti pendant El Niño. Ok, donc nous sommes capables de dire que dans la présentation tableau pour saison cyclonique année ça, nous gagnons 13 tempêtes et 6 ouragans. Donc à quel niveau de risque comparativement aux années précédentes que nous sommes capables d'attendre? Bon, et c'est des prévisions qui comptent bon, qui comptent pas bon, il pas veut dire gauche parce qu'il pas dit qui côté cyclone doit former, qui côté a passer, mais en général moi dis encore le El Niño, il provoque des conditions qui pas favorables pour cyclone dans bassin Caraïbe et on partie dans l'Atlantique là. Nous avons une saison cyclonique qui baille plusieurs cyclones effectivement, mais généralement il y a développé au-dessus de 20 degrés latitude. Donc si vous voulez ben Atlantique central, Atlantique nord là, mais en général Caraïbe là, c'est un mur de vent défavorable qui dans la zone qui crée le El Niño sous Pacifique, surtout gros El Niño modéré et généralement nous protéger. Ça qui est important c'est que El Niño limite une condition qui côté que nous tout est véatif c'est normal pas jamais connaît c'est météo et météo sont dynamique surtout météo tropicale mais en général nous protéger les El Niño. Donc qui sont capables de dire à ma population rapidement? Bon, premièrement, on va dire, nous tenons une période qui sèche, la pluie a tombé presque de tous côtés et on ne pas gaspiller de l'eau. C'est un truc important parce que même si la pluie a tombé, ce qui est normal dans cette période, et El Niño a développé et El Niño veut dire moins la pluie. Naturellement, mais avec juin, on ne va pas dire sécheresse, il y a bien moins la pluie, mais le rentre dans juillet, autre côté pour faire beaucoup plus chaud, il faut faire un pile attention, il faut gérer de l'eau et tout secteur qui est transversal avec de l'eau. Il faut déjà planifier en conséquence. Nous allons entrer dans une période qui peut être sèche, qui peut bien plus poussière Sahara, ça veut dire plus maladie respiratoire, pour faire beaucoup plus chaud. Les gens qui ont attention, il faut déjà planifier tout ça. Donc c'est une période qui peut être difficile et qui a duré un bon petit temps. Parce que ce ligne, c'est cap costaud et cap développé qu'on a sur le Pacifique. Là. Au total, 13 tempêtes, 6 ouragans, dont 2 majeurs, devraient voir le jour dans l'Atlantique selon les prévisions météorologiques au cours de la prochaine saison cyclonique. Donc ce que vous voyez
oublier des averses orageuses qui s'abattent sur la capitale presque tous les soirs n'ont rien à voir avec un cyclone. C'est uniquement le début de la saison pluvieuse qui ne va pas durer, car après, il va y avoir un petit moment de sécheresse qui débutera au milieu du mois de mai ou à la fin du mois de mai. Par conséquent, le météorologue Audi Victor conseille aux membres de la population de ne pas gaspiller l'eau. N'oubliez pas, la saison cyclonique débutera le 1er juin 2023 et prendra fin le 30 novembre 2023. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.